L'or et l'argent n'ont pas, en ce pays, plus de valeur que celle que la nature leur a donnée. L'on y estime ces deux métaux bien au-dessous du fer, aussi nécessaire à l'homme que l'eau et le feu. En effet, l'or et l'argent n'ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété dont la privation soit un inconvénient naturel et véritable. C'est la folie humaine qui a mis tant de prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfuis dans de grandes profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu'elle expose à découvert l'air, l'eau, la terre, et tout ce qu'il y a de bon et de réellement utile. Les utopiens ne renferment pas leurs trésors dans des tours, ou dans d'autres lieux fortifiés et inaccessibles. Le vulgaire, par une folle malice, pourrait soupçonner le prince et le sénat de tromper le peuple, et de s'enrichir en pillant la fortune publique. L'on ne fabrique avec l'or et l'argent ni vase ni ouvrage artistement travaillé, car s'il fallait un jour les fondre pour payer l'armée en cas de guerre, ceux qui auraient mis leur affection, leur délice dans ces objets d'art et de luxe éprouveraient en les perdant une amère douleur. Afin d'obvier à ces inconvénients, les utopiens ont imaginé un usage parfaitement en harmonie avec le reste de leurs institutions, mais en complet désaccord avec celle de notre continent, où l'or est adoré comme un dieu, recherché comme le souverain bien. Ils mangent et boivent dans de la vaisselle d'argile ou de verre, de forme élégante, mais de minime valeur. L'or et l'argent sont destinés aux plus vils usages, soit dans les hôtels communs, soit dans les maisons particulières. On en fait même des vases de nuit. L'on en forge aussi des chaînes et des entraves pour les esclaves, et des marques d'opprobre pour les condamnés qui ont commis des crimes infâmes. Ces derniers ont des anneaux d'or aux doigts et aux oreilles, un collier d'or au cou, un frein d'or à la tête. Ainsi, tout concourt à tenir l'or et l'argent en ignominie. Chez les autres peuples, la perte de la fortune est une souffrance aussi cruelle qu'un déchirement d'entrailles. Mais quand on enlèverait à la nation utopienne toutes ses immenses richesses, personne ne semblerait avoir perdu un sou. Les utopiens recueillent des perles sur le bord de la mer, des diamants et des pierres précieuses dans certains rochers. Sans aller à la recherche de ces objets rares, ils aiment à polir ce que le hasard leur présente, afin d'en parer les petits enfants. Ces derniers sont d'abord tout fiers de porter ces ornements, mais, à mesure qu'ils grandissent, ils s'aperçoivent bientôt que ces frivolités ne conviennent qu'aux enfants les plus jeunes. Alors ils n'attendent pas l'avertissement paternel, ils se débarrassent de cette parure d'eux-mêmes et par amour-propre. C'est ainsi que chez nous, les enfants, en grandissant, délaissent peu à peu boules et poupées. Ces institutions, si différentes de celles des autres peuples, gravent dans le cœur de l'utopien des sentiments et des idées entièrement contraires aux nôtres. Je fus singulièrement frappé de cette différence, à l'occasion d'une ambassade anémolienne. Les envoyés d'Anémolie vinrent à Amorote pendant que j'y étais. Et comme ils devaient traiter d'affaires de haute importance, le Sénat s'était réuni dans la capitale et les y attendait. Jusqu'alors, les ambassadeurs des nations limitrophes, qui étaient venus en utopie, y avaient mené le train le plus simple et le plus modeste, parce que les mœurs utopiennes leur étaient parfaitement connues. Ils savaient que le luxe de la parure n'était là d'aucune valeur, que la soie y était méprisée, et l'or une chose infâme. Mais les Anémoliens, beaucoup plus éloignés de l'île, avaient eu fort peu de relations avec elle. Apprenant donc que les habitants y étaient vêtus d'une façon grossière et uniforme, ils se persuadèrent que cette extrême simplicité était causée par la misère. Et, plus vaniteux que sages, ils résolurent de se présenter avec une magnificence digne d'envoyés célestes et de frapper les yeux de ces misérables insulaires par l'éclat d'un faste éblouissant. Les 3 ministres, qui étaient de grands seigneurs en Anémolie, firent donc leur entrée, suivis de 100 personnes vêtues d'habits de soie de diverses couleurs. Les ambassadeurs eux-mêmes avaient un costume riche et somptueux. Ils portaient un habit de drap d'or, des colliers et des boucles d'oreilles en or, des anneaux d'or aux doigts, et des garnitures à leurs chapeaux étincelantes de pierreries. Enfin, ils étaient couverts de ce qui fait, en utopie, le supplice de l'esclave, la marque honteuse de l'infamie, le jouet du petit enfant. C'était chose plaisante à voir que l'orgueilleuse satisfaction des ambassadeurs et des gens à leur suite, comparant le luxe de leur parure à la mise simple et négligée du peuple utopien, répandu en foule sur leur passage. D'un autre côté, il n'était pas moins curieux d'observer, à l'attitude de la population, combien ces étrangers se trompaient dans leur attente.
D'un autre côté, il n'était pas moins curieux d'observer, à l'attitude de la population, combien ces étrangers se trompaient dans leur attente, combien ils étaient loin d'exciter l'estime et les honneurs qu'ils s'étaient promis. À part un petit nombre d'utopiens qui avaient voyagé à l'extérieur pour de graves motifs, tous les autres regardaient en pitié cet appareil somptueux. Ils saluaient les plus bas valets du cortège, les prenant pour les ambassadeurs, et laissaient passer les ambassadeurs sans y faire plus attention qu'à des valets, car ils les voyaient chargés de chaînes d'or comme leurs esclaves. Les enfants, qui avaient déjà quitté les diamants et les perles, et qui les apercevaient au chapeau des ambassadeurs, poussaient leur mère en disant « Vois donc ce grand fripon qui porte encore des pierreries, comme s'il était tout petit !» Et les mères de répondre, sérieusement « Taisez-vous, mon fils, c'est, je pense, un des bouffons de l'ambassade. » Plusieurs critiquaient la forme de ces chaînes d'or. Elles sont, disait-il, beaucoup trop minces, on pourrait les briser facilement. De plus, elles ne sont pas serrées assez étroitement. L'esclave s'en débarrasserait s'il voulait, et il pourrait s'enfuir. 2 jours après leur entrée dans Amoroth, les ambassadeurs comprirent que les Utopiens méprisaient l'or, autant qu'on l'honorait dans leur pays. Ils eurent l'occasion de remarquer sur leur corps d'un esclave plus d'or et d'argent que n'en portait toute leur escorte. Alors ils rabattirent de leur fierté, et, honteux de la mystification qu'ils avaient subie, ils dépouillèrent en hâte le faste qu'ils avaient si orgueilleusement déployé. Les relations plus intimes qu'ils lièrent en utopie leur apprirent ensuite quels étaient les principes et les mœurs de ses habitants. Les utopiens s'étonnent que des êtres raisonnables puissent se délecter de la lumière incertaine et douteuse d'une perle ou d'une pierre, tandis que ces êtres peuvent jeter les yeux sur les astres et le soleil. Ils regardent comme fou celui qui se croit plus noble et plus estimable, parce qu'il est couvert d'une laine plus fine, laine coupée sur le dos d'un mouton, et que cet animal a porté le premier. Ils s'étonnent que l'or, inutile de sa nature, ait acquis une valeur factice tellement considérable qu'il soit beaucoup plus estimé que l'homme, quoique l'homme seul lui ait donné cette valeur, et le fasse servir à ses usages, suivant son caprice. Ils s'étonnent aussi qu'un riche, à intelligence de plomb, stupide comme la bûche, également sot et immoral, tienne sous sa dépendance une foule d'hommes sages et vertueux, parce que la fortune lui a abandonné quelques piles d'écus. Cependant, disent-ils, la fortune peut le trahir, la loi, qui aussi bien que la fortune précipite souvent du fait dans la boue, peut lui arracher son argent et le faire passer aux mains du plus ignoble fripon de ses valets. Alors ce même riche se trouvera très heureux de passer lui aussi, en compagnie de son argent et comme par-dessus le marché, au service de son ancien valet. Il est une autre folie que les utopiens détestent encore plus et qu'ils conçoivent à peine. C'est la folie de ceux qui rendent des honneurs presque divins à un homme parce qu'il est riche, sans être néanmoins ni ses débiteurs ni ses obligés. Les insensés savent bien pourtant quelle est la sordide avarice de ces Crésus égoïstes. Ils savent bien qu'ils n'auront jamais un sou de tous leurs trésors. Nos insulaires puisent de pareils sentiments, partis dans l'étude des lettres, partis dans l'éducation qu'ils reçoivent au sein d'une république, dont les institutions sont formellement opposées à tous nos genres d'extravagance. Il est vrai qu'un fort petit nombre est affranchi des travaux matériels et se livre exclusivement à la culture de l'esprit. Ce sont, comme je l'ai déjà dit, ceux qui, dès l'enfance, ont manifesté un naturel heureux, un génie pénétrant, une vocation scientifique. Mais on ne laisse pas pour cela de donner une éducation libérale à tous les enfants, et la grande masse des citoyens, hommes et femmes, consacrent chaque jour leur moment de liberté et de repos à des travaux intellectuels.